En fait, je vais vous dire la vérité. Est-ce que vous voulez la vérité sur la neuroatypie? Vous la voulez la vérité ou pas? La vérité, c'est que la neuroatypie, quelle qu'elle soit, ce n'est qu'une question de ressources, uniquement, pour votre cerveau. Ce n'est qu'une question de ressources. Et l'idée ce soir, c'est de vous donner le maximum de ressources pour vous, vos enfants, votre futur et autres. C'est de comprendre qu'en fait, notre cerveau, il a un lien très fort aux ressources. Et je vais vous expliquer ce qui se passe dans le cerveau au niveau de la neuroatypie, alors très rapidement, mais en tout cas vous expliquer que le principe de base en neurosciences pour permettre de nous adapter, de passer de neuroatypique à neuroadapté à notre société moderne, à notre société qui est en train d'évoluer de plus en plus et qui a du coup construit une norme neurologique. Okay, c'est une norme qui est psycho-neuro, mais cette norme fait que de cette norme-là, on se base pour dire qu'on est neuroatypique. En vérité, c'est qu'une norme. Qui a fondé la norme, on ne sait pas. Mais on ne rentre pas ou pas bien dans cette norme-là, et donc on est neuroatypique. L'idée, c'est que c'est qu'une question de ressources. Mais de deux ressources. Et c'est là que tu vas intervenir. T'es prête? C'est bon? D'un côté, l'apprentissage. Ce soir, on parle d'apprentissage. D'un côté, l'apprentissage, vous avez quoi? Vous savez ce que c'est que l'apprentissage? D'un côté, on a l'information. C'est clair pour vous? De l'autre côté, on a les connexions. On a deux types de ressources. On a les ressources informationnelles à gérer dans tout type d'apprentissage, et on a des ressources connectives, c'est-à-dire apprendre à gérer nos ressources au niveau du cerveau. Tu peux te mettre là, s'il te plaît? Attention, tout repose sur toi. Si ça ne marche pas, c'est une catastrophe. C'est bon? Je sais pas, c'est bon, ouais, t'inquiète, je vais. Ouais, non mais c'est bon, j'en ai pas besoin. Merci. Ouais. Alors, je vais te demander une chose très simple. C'est bon pour toi? Je vais te demander de gérer des ressources. Et donc, tu vas devoir rattraper les balles. C'est bon pour toi? Le plus possible, évidemment. Ok? On y va, t'es prête? On continue? Ah ouais, il faut garder. Eh oui, il faut que ça reste dans ton cerveau. On continue. Gardez, hein. C'est bon. Continue. La dernière, hein. Attention. Ah! Oui! Bravo! Ça, c'est le fonctionnement normal. Même exercice, la même chose, tout pareil. Hein. Tu fais pareil. Hein. C'est bon pour toi? On y va. Et alors? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, la question de ressources et la question de neuroatypique. C'est qu'en fait, merci, c'est gentil. Tu peux aller te rasseoir, c'est cool. Merci beaucoup. On l'applaudit. Bravo! Allez, adieu la télécommande. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous devez toujours avoir en tête deux choses. Quelles sont les bonnes ressources au niveau de l'information et quelles sont les bonnes ressources au niveau des connexions du cerveau de l'enfant ou de l'adulte, parfois, qui est concerné par cette neuroatypie. Et c'est une vraie question qu'on s'est posée en neurosciences dans la recherche. Comment on pouvait améliorer les deux parties? Comment on pouvait s'adapter au mieux à cette information? Vous avez vu cette information qui est débordante aujourd'hui. Vous avez vu à quel point on est soumis à tellement d'informations que forcément, les enfants qui arrivent aujourd'hui, ils sont forcément neuroatypiques. Parce qu'ils sont soumis très jeunes à tellement d'informations que leur niveau de connectivité il augmente forcément très vite. Et donc ça crée des soi-disant troubles qui ne sont pas vraiment des troubles en soi, qui sont des connexions différentes au niveau du cerveau. Vous me suivez jusque-là? Donc ça veut dire qu'il faut, et dans tous les outils qu'on va vous donner, apprendre à gérer l'information. Étape numéro 1, vous devez apprendre à gérer l'information. Trop d'informations, ça ne marche pas. Donc il y a des segmentations d'informations à gérer, il y a des outils pour ça, on a vu que les flashcards, on en a parlé, mais en tout cas, l'idée, c'est de segmenter l'information à la hauteur de ce qu'elle est capable ou de ce qu'il est capable de rattraper. Il y a des profs dans la salle ou pas? Ah, tu vois, il y a des profs. Donc l'idée, c'est de toujours se dire, ok, moi par rapport à cet enfant-là ou à ces enfants, quel est le niveau d'information que je peux segmenter au maximum? Ça, c'est super important. Je l'ai vu pour mes propres enfants. Je vous parle, moi, en tant qu'adulte concerné, okay, par un HPI, certes, mais par aussi plutôt un HPE et dont il a été difficile d'apprendre tous les calculs et autres. Et il a fallu que j'apprenne à chacun d'eux à segmenter l'information d'une certaine manière. Mais c'est pas tout. Au niveau de l'information, il y a aussi tout ce qui rentre dans le cerveau et qui est futile. Vous m'entendez toujours? Aujourd'hui, sachez une chose, c'est que tous les 7 ans, l'information du monde entier, elle double. Tous les 7 ans. Depuis à peu près les années 2000, depuis l'arrivée du digital, tous les 7 ans, notre niveau d'information, il a doublé. Donc ça fait que 2000, on va dire 1.
2007, ça fait 2, puis 4, puis 8, puis 16, puis 32. Et les enfants qui arrivent, il y a tellement d'informations que c'est plus gérable en fait en vérité. C'est ça le vrai problème en soi. Donc cette information, elle est aussi dite médiative et autres. Il y a des choses qui n'ont pas leur place dans le cerveau des enfants aujourd'hui, quels qu'ils soient, neuroatypiques ou pas. Et donc ça veut dire qu'en neurosciences, on vous explique une chose, segmenter l'information, filtrer l'information. Votre job, c'est de filtrer l'information. Il y a des choses qui n'ont pas leur place dans la tête d'un enfant, qu'il soit neuroatypique. En tout cas, l'apprentissage, c'est aussi apprendre à filtrer. Qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui est futile, pour lui ou pour elle. Je suis clair ou pas? Ok. Donc il y a des outils, vous en aurez plein, des outils de segmentation et d'autres. Bon, on va s'intéresser un peu plus aux connexions. L'idée, c'est quoi? C'est apprendre à gérer l'information, apprendre à générer des bonnes connexions. Et c'est là qu'interviennent les déclencheurs. Il y a des déclencheurs en neurosciences qui nous permettent d'avoir un niveau de connectivité interne plus adapté. Notre cerveau, et surtout en neuroatypie, c'est encore plus le cas. Le cerveau a deux modes de fonctionnement. Soit un fonctionnement dit arrière, très automatisé, et donc en mode un peu survie-défense, soit un mode de fonctionnement plutôt à l'avant, qui est un mode dit adapté. Ce mode de fonctionnement adapté, il dépend d'une zone très précise, et j'aimerais que vous la reteniez ce soir, on l'appelle le cortex préfrontal. Ça vous parle ou pas? Ça vous parle? Génial. Toi, de toute façon, depuis que je te connais, c'est toi qui m'as appris des choses en neurosciences. Ce cortex préfrontal, il adapte une intelligence particulière. Écoutez bien, ce n'est que grâce à cette intelligence que vous pourrez faire en sorte que vos enfants se sentent mieux, aillent mieux, apprennent mieux et s'adaptent au mieux à leur environnement. Ce n'est que cette intelligence qui est la source de l'adaptation chez un enfant et chez tout adulte. Sauf que vous allez voir qu'elle évolue dans le temps. On l'appelle l'intelligence adaptative. C'est aussi simple que ça. Okay. Et elle est donc hébergée juste là, derrière le front, dans le cortex préfrontal. Le seul et unique moyen pour qu'un enfant s'adapte au mieux, c'est de faire ce que tout neuroatypique doit apprendre à faire. La bascule. Apprendre à basculer le plus possible dans des zones à l'avant du cerveau, des zones qui hébergent des comportements dits adaptatifs, c'est-à-dire la prise de recul, la tempérance, l'observation, le calme, la sérénité, tout ce qu'un neuroatypique a besoin. Vrai ou pas? Tout ça, c'est à l'avant du cerveau. Et donc tout le but de ce qu'on vous apprend ce soir, c'est apprendre à chaque fois, pour vous, à faire la bascule, pour ne pas rentrer dans des mécanismes très automatiques, et à faire en sorte que, hop, ça bascule. Et pour ça, encore une fois, c'est une question de ressources. Parce que votre cerveau, ce qui se passe, comme un cerveau d'un enfant neuroatypique, sa seule fonction unique, c'est de gérer les ressources. Et on l'a vu, quand on essaye de décrypter pour un dyslexique un texte, à quel point ça demande des ressources, pour lui ou pour elle. C'est complexe, ça demande beaucoup de ressources. Et en fait, votre cerveau, en tout temps, en tout contexte, dans toute situation, il fait une chose très importante. Il fait un équilibre entre deux choses. D'un côté, les ressources, qui sont les vôtres, qui sont les siennes. Et de l'autre, écoutez bien, il fait un équilibre entre la perception des problèmes. Et ça, j'aimerais que vous l'entendiez aussi. Parce qu'il n'y a pas de changement s'il n'y a pas de conscience, en vérité. Et c'est très important d'avoir une perception très claire de ce que c'est que la neuroatypie. Et surtout, de pourquoi la neuroatypie. De tout ce qui est en train de se passer dans le monde actuellement et de tout ce changement qui est en train d'évoluer. Et que tous ces enfants sont des enfants du nouveau monde. Donc ça veut dire que notre cerveau, il évalue les ressources qui sont les miennes, mon niveau de confiance en soi, mon niveau de calme, mon niveau de tempérance. Et en face, la perception que j'ai de la situation qui est la mienne. L'école, la famille, mes parents, l'environnement, ce que je vois à la télé, mes copains, toutes les perceptions qui sont les miennes. Si les perceptions sont plus importantes au niveau négativité, et que les ressources ne sont pas assez importantes, je peux vous garantir que vous pourrez faire ce que vous voulez, le cerveau il sera en mode automatique à l'arrière, il sera en mode survie. Et vous allez avoir des choses que vous observez déjà, ces fameuses crises de colère, d'émotion, de débordement, parce qu'on est en mode automatique, il faut survivre en fait. Donc l'idée c'est d'abaisser les perceptions, de rassurer, de faire en sorte de toujours informer au maximum l'enfant, les parents en tant que professeur ou autre, du fait que c'est pas très grave en soi. On baisse les perceptions, on augmente les ressources. Ressource numéro 1, déclencheur numéro 1. Faire cette fameuse bascule. Le cortex préfrontal, il héberge des fonctions dites donc adaptatives. Et dans l'une de ces fonctions, c'est donc, on l'a vu, la mémoire de travail. C'est une des fonctions dites exécutives. La
mémoire de travail, elle permet de, par exemple, comparer des informations, elle permet de retenir des informations. Et cette mémoire de travail, elle est vite, très très vite saturée, surtout pour des personnes concernées par les troubles de l'attention. Elle est très vite saturée, cette mémoire de travail. C'est pour ça que, pour la travailler au mieux, il faut qu'elle soit le plus, j'ai envie de dire, délestée possible de toutes les informations qui ne sont pas utiles ou qui sont futiles. On va voir qu'il y a en fait une méthode que j'aimerais vous donner pour ça. Dans les fonctions exécutives, il y a aussi autre chose, ce qu'on appelle la flexibilité cognitive. Être capable de prendre un peu un pas de recul sur mes comportements, sur ce qui se passe, sur tout ça, et d'être capable de voir les choses avec plus de tempérance. Ok ? Donc ce n'est qu'une question de ressources, et ce n'est qu'une question d'apprendre à faire cette bascule. Et cette bascule, elle peut se faire de plein de manières. On dit qu'on peut la faire de manière physique. Ok ? Je prends un exemple de bascule physique. Je dois apprendre des récitations. Je dois apprendre une poésie. Prenez cette poésie et écrivez-la sur des petits papiers, paragraphe par paragraphe ou phrase par phrase. Et vous les posez par terre. Et l'enfant, ainsi, va avancer pied par pied sur les papiers et va lire la poésie en même temps qu'il marche dessus. Ça, c'est une flexibilité, dans laquelle, en plus, je mets une dynamique dont on parlera juste après, qui est le mouvement. Vous verrez que le mouvement, c'est un grand déclencheur d'apprentissage. Mais en tout cas, là, on est sur quelque chose qui est que je me déplace avec mon corps et je suis flexible dans l'apprentissage. Et donc, du coup, le fait de marcher sur les papiers va me permettre d'apprendre plus facilement. Déjà, c'est fun. Bon, moi, mes enfants ont appris leur poésie et leur récitation comme ça, sur des petits papiers à la maison. C'est super intéressant. Bon, des fois, il y a 50 papiers, mais bon, au moins, c'est marrant. Et l'idée, c'est à chaque fois de poser la question, ok, quelles sont les ressources que je peux utiliser pour faire en sorte que l'enfant bascule, quoi, qu'il bascule un peu en avant. On a d'autres fonctions exécutives, il y en a plein, mais on sait aujourd'hui dans toutes les recherches que c'est le seul et unique moyen pour nous tous d'apprendre et d'évoluer et de nous adapter. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que ces fonctions exécutives, elles sont fixées à l'âge de 21 ans. Elles commencent à l'âge de 8-9 ans, avec l'âge de raison, ce qui fait qu'avant, c'est complexe pour un enfant de basculer. Donc il faut d'abord jouer sur les émotions. Toujours avoir un regard d'abord sur les émotions et comment je peux ressourcer l'enfant au niveau émotionnel. Alors peut-être que vous aurez des outils là-dessus, je vais essayer de ne pas trop m'étaler, mais en tout cas l'idée c'est que ça veut dire bien sûr que vous devez vous-même gérer vos propres émotions, mais en tout cas sachez que ces fonctions exécutives elles vont se développer avec l'âge, avec le temps, et que ce sera de plus en plus facile pour l'enfant. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit après des adultes qui s'adaptent plus facilement parce que ces fonctions sont plus développées à l'avant. Mais on peut aider l'enfant à le faire et à les développer plus vite. Il y a un outil que je vous donne. Est-ce qu'il en reste? Sérieux, Christophe, t'en as pas acheté? Du saucisson. Non, c'est pas ça que je cherche. Je cherchais du soda. Il y a un outil qui vous permet à chaque fois d'avoir une conscience claire sur comment est-ce qu'on peut aider un enfant à basculer, vous à basculer dans notre vie au quotidien, parce que l'apprentissage, il n'est pas qu'à l'école, il est tout le temps. Il est aussi dans la vie de tous les jours, et c'est difficile parfois de rester dans cet apprentissage. Donc le soda, ça aide, pas en le buvant, mais en appliquant soda. S pour stop. Stop. Stop, pourquoi? Parce que le stop, il permet de basculer à l'avant. Lorsque vous faites un stop, votre cerveau préfrontal, il analyse un petit peu, c'est-à-dire qu'il arrête les comportements, il les inhibe. C'est une des grandes fonctions exécutives, l'inhibition. Faites un stop. Stop, c'est quoi? C'est se taire. Et le O de soda, c'est observer. D'accord? Donc se taire, observer. Faites un stop, juste ça. Tiens, j'observe, qu'est-ce qui se passe pour moi? C'est quoi l'émotion? C'est quoi la sensation? C'est quoi qui me fait dire que? C'est quoi mes pensées? Ok, donc stop et observer. Le saut de soda. Stopper le comportement et observer. Juste ça. Ensuite, on a le D. Le D, c'est dynamiser. Parce qu'on a dans notre cerveau une zone qui est très très importante qu'on appelle le cervelet. Il est ici, à l'arrière du cerveau, et il est super intéressant dans la recherche et dans la notion d'apprentissage. Si votre enfant il ne connecte pas son cervelet, encore plus dans la neuroatypie, ça va être complexe. Parce que le cervelet, c'est une zone du cerveau qui est grosse, à peu près comme ça, et qui contient 50% des neurones du cerveau. 50%. Super intéressant quand même. Tiens, sur 100 milliards de neurones, on pourrait dire que dans la neuroatypie, les neurones disconnectent ou dysfonctionnent, ce qui n'est pas le cas, c'est juste un fonctionnement différent. Et pour autant, ça ne représente que 50%. Tout le reste, c'est dans le cervelet. Et le cervelet, il a deux fonctions. La première fonction, c'est de vous permettre de garder l'équilibre. On fera un dernier petit exercice tout à l'heure par rapport à ça. Et j'ai fini dans 2 minutes.
Première fonction, garder l'équilibre. Jusqu'à présent, on se dit, tiens, c'est marrant, ça joue 50% des neurones juste pour ça, c'est bizarre. Deuxième fonction, on l'a découvert il n'y a pas longtemps, toutes les recherches ont démontré que ce cervelet, il est utile dans l'apprentissage, et qu'il développe l'apprentissage par 7, lorsqu'il est connecté, lorsqu'il se sent concerné par l'apprentissage, et notamment par le fait de mettre du mouvement, de dynamiser. C'est-à-dire que l'idée, c'est de toujours se dire, ok, est-ce que je mets suffisamment de mouvement? Est-ce que l'enfant est en mouvement? Est-ce qu'il est debout? Est-ce qu'il est assis? Est-ce qu'il a besoin de mouvement dans cet exercice-là ou pas? C'est super important. D'où le fait qu'on est en train de voir que les apprentissages debout sont plus importants, en tout cas dans la consolidation de la mémoire. Donc dynamiser le jeu, mettez du jeu, mais dynamiser l'information. Et ensuite, le A pour agir de nouveau. Okay. Donc se taire, stop. On fait une pause, stop. On observe, on dynamise et on agit de nouveau. Donc mettez du mouvement un maximum. Je laisserai vraiment les outils aux autres intervenants. Je voulais juste, pour ces minutes qui m'étaient accordées, vous faire comprendre ce principe de ressources. Et dans ces ressources, je voudrais vous partager une dernière chose et on fait un exercice. Le 5S du cerveau. Ça concerne vous et vos enfants et l'apprentissage. Premier S, le sommeil. Le sommeil, c'est un des grands moyens, un des grands déclencheurs pour apprendre. L'inconscient de l'enfant, il a besoin de sommeil pour mémoriser, il a besoin de tout ça. Donc vous devez vous assurer aussi que le sommeil, il est pas parfait, mais qu'il est le maximum adapté également. 2, le sport. Tu as touché le mot de taekwondo tout à l'heure. Le sport, c'est un indispensable, quel qu'il soit. J'espère que vous en avez conscience, c'était juste un message que je voulais vous faire passer. La soif, 2%, écoutez bien, vous êtes avec moi? 2% de sous-hydratation de la part du cerveau, c'est 40% de perte de cognition. 2% de sous-hydratation. Alors, s'il y a des professeurs dans la salle, et qu'il y en a qui disent « Non, tu boiras à la récré », là ça craint. Je dis ça, je dirais. Mais en tout cas, 2% de perte d'hydratation, ça veut dire que c'est pas grand-chose. Ça se joue à 1 ou 2 verres d'eau dans la journée. Enfin, dans l'heure passée. Donc il faut aussi, quand je dis dynamiser au niveau du soda, il faut vous assurer que le cerveau soit dynamique aussi au niveau de son hydratation. Donc parfois, un verre d'eau fait toute la différence. Vous allez bluffer de la chose. Un verre d'eau peut faire vraiment toute la différence. On est sur sommeil, on est sur sport, on était sur soif. Il nous reste le stress, qui est un S aussi qui joue sur l'apprentissage, non pas parce que le stress aide à l'apprentissage, mais au contraire. Okay, le stress, c'est un tueur d'apprentissage. Donc évidemment, c'est toujours avoir une relation par rapport à ça, par rapport au fait d'accompagner l'enfant du stress. Et le dernier S, soif. Je répète parce qu'en fait, je l'ai oublié. En vrai, je l'ai oublié. Sommeil, c'est dit. La soif, c'est dit. Le stress, c'est bon. Le sport, c'est bon. Et il nous reste. Voilà. Il faudra revenir l'année prochaine. Vous aurez le 5e S l'année prochaine. Bon, alors levez-vous, s'il vous plaît, ça va me permettre de me le rappeler. Ah, c'était un saucisson. Je vous le dirai après quand je vais revenir tout à l'heure. Je vous le dirai. Levez-vous, regardez un point fixe en face de vous. Ce sera ma conclusion de ce soir. Regardez un point fixe en face de vous et sans vous faire mal avec le plus de sécurité possible, vous allez lever une jambe, celle que vous voulez, le plus haut possible. Ah, ils sont beaux filmés parce qu'ils sont beaux. Vous êtes magnifiques. Voilà, très bien. Continuez. Voilà, vous fixez un point et maintenant vous allez juste faire une chose, vous allez fermer les yeux. Si, allez-y, fermez les yeux. Ah putain, ça part dans tous les sens. C'est la misère. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai retrouvé mon S. Asseyez-vous. Encore une minute, excusez-moi. Silence. Il s'est passé quoi là? Il s'est passé que j'ai enlevé un outil juste indispensable à l'apprentissage. La vision et le focus. Il faut que chaque enfant sur cette planète soit au clair sur quelle est la vision pour lui là, dans l'année à venir. C'est quoi la vision? C'est quoi l'objectif à atteindre en fait? Parce que s'il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'équilibre pour le cerveau. Si vous n'avez pas un point fixe, un phare, quelque chose qui va aider l'enfant à aller jusqu'au bout de ça, qui va l'aider à comprendre un petit peu le lien de tout ce qu'on est en train de faire, de pourquoi il se fait accompagner, de pourquoi la dyslexie ou autre. Avoir un point fixe, une vision. Et surtout pas laisser l'enfant le faire sa propre vision de ce qu'il entend à la télé, surtout pas. Dernier, c'est le silence. Toutes les études ont démontré que, en fait, chaque enfant
doit avoir des moments dans lesquels il faut qu'il soit dans le silence. Presque total, mais le plus absolu possible. Donc attention à ça, parce qu'en fait, le silence, il a une fonction qui est de régénérer grâce aux cellules gliales, je vous passerai le terme, mais en tout cas, c'est ça, c'est le nom dont on parle. Les cellules gliales, elles ont besoin de silence pour régénérer le cerveau et notamment mémoriser et consolider l'apprentissage. S'il n'y a pas de silence, il n'y a pas d'apprentissage, en tout cas moins. Mettez en place des moments de silence et je vous jure que, en fait, pour le cerveau, la plus belle étude que j'ai vue de toute ma vie, c'est lorsqu'on soumet un cerveau à la nature. Lorsque vos enfants sont dans la nature, il se passe tellement de choses dans leur cerveau, vous ne pouvez même pas imaginer. Donc je ferai presque une conférence d'1 heure et demie là-dessus, notamment au niveau des arbres. On a les arbres, notamment ici avec nos forêts de pins, qui produisent des phytoncides, qui sont des terpènes particuliers. Et les phytoncides, ils ont une fonction de renforcer les cellules immunitaires et de renforcer les capacités du niveau du cerveau. Donc faites des balades le maximum en forêt, à la mer ou ce que vous voulez. Et dernière chose, et j'en finis, mettez le maximum d'amour dans votre apprentissage et dans le devenir de vos enfants. Je vous remercie pour votre écoute et je laisse la main. Merci beaucoup.